Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mercredi 16 avril 2025, épisode 257. Il est 21h40. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de cet épisode dans le désordre, financement du programme CVE, crise évitée de justesse, nouvelle gouvernance en marche et bien entendu tous nos cyberinfluenceurs nous ont soufflé la tempête. Smartphone Android low-cost préinfecté. Faux WhatsApp et Telegram ciblent les cryptos. UNC 5174, une nouvelle campagne Linux avec Snowlight et VShell. Apache Roller, la CVE 2025 24859, une CVSS 10.0, des sessions actives non invalidées après changement de mot de passe. Mattermost, plusieurs vulnérabilités sur desktop macOS et des versions serveurs. Opération Bulut, Europol démantèle 4 réseaux criminels de folie grâce à SkyECC et Anom. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio Cessort pour ne rien manquer. Je vais commencer cette revue de presse avec une excellente nouvelle de la part d'Europol qui a permis de démanteler 4 réseaux criminels majeurs impliqués dans le trafic de drogue à destination de l'Union européenne et de la Turquie. Cette opération d'envergure a été rendue possible grâce à l'exploitation continue de plateformes de communication chiffrées, notamment SkyECC et Anom. Baptisé Opération Bulut, ce dispositif coordonné a permis l'arrestation de 232 personnes, dont plusieurs cibles prioritaires considérées comme des figures de haut niveau dans les circuits de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Alors les arrestations ont eu lieu en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et en Turquie. Mais c'est le total de l'opération qui est assez impressionnant. C'est 300 millions d'euros d'avoirs criminels qui vont être saisis. Ça va inclure quand même 681 biens immobiliers, 127 véhicules, et les réseaux visés, bien que fonctionnant de manière indépendante, disposaient d'une capacité opérationnelle et logistique considérable. Ils sont notamment associés à la saisie de 21 tonnes de stupéfiants, dont 3,3 millions de comprimés de MDMA. L'opération s'est appuyée sur des données extraites de SkyECC et Anom, c'est pour ça que j'ai retenu cet article. Les autorités françaises ont partagé les données déchiffrées issues de SkyECC avec les services turcs, facilitant ainsi l'identification de cibles locales. En parallèle, les renseignements fournis par la police fédérale australienne, issus de la plateforme Anom, ont permis d'enrichir les investigations. C'est une excellente nouvelle, comme quoi le crime ne paie pas. Le CERT-FR a publié les 15 et 16 avril 2025 une alerte de sécurité référencée sous la CERT-FR 2025 AVI 312. Ça signale la présence de multiples vulnérabilités dans les produits Mattermost. Ces failles concernent à la fois l'application DevStock sur macOS et plusieurs branches de serveurs. Les versions affectées sont les suivantes. C'est Mattermost Desktop sur macOS dans toutes les versions antérieures à la 5.11.0 et concernant les branches serveurs, c'est la 10.4, la 10.5, la 10.6 et la 9.11. Et tout ça, il faut patcher. À ce stade, les détails techniques sur l'exploitation des vulnérabilités ne sont pas documentés, mais 5 bulletins de sécurité ont été publiés par Mattermost, dont 3 datés du 15 avril. L'une des vulnérabilités est référencée sous la CVE 2025 1398. Les correctifs sont disponibles et l'éditeur recommande leur application sans délai. Les bulletins complets peuvent être consultés sur le site officiel de Mattermost à l'adresse suivante mattermost.com/securityupdates. Bref, si tu as du Mattermost, tu ne réfléchis pas, tu patches. Une vulnérabilité critique a été identifiée dans Apache Roller, le serveur de blog open source développé en Java, répertorié sous la CVE 2025 24859. Cette faille atteint un score CVSS de 10.0. indiquant un niveau de sévérité maximale. Non, là, il y a le feu, les gars. Il n'y a pas d'autre solution. Faut arrêter de fumer, quoi. Le problème affecte toutes les versions de Roller jusqu'à la version 6.1.4 incluse. Et selon l'avis publié par les mainteneurs du projet, il s'agit d'une faiblesse dans la gestion des sessions lorsqu'un mot de passe est modifié, soit par l'utilisateur lui-même, soit par un administrateur. Les sessions existantes ne sont pas invalidées. Elles restent actives et exploitables. Un attaquant ayant compromis des identifiants peut ainsi conserver un accès non autorisé à la plateforme, même après un changement de mot de passe. Le développeur qui a fait ça, c'est encore un champion du monde, celui-là. La vulnérabilité permet également à un utilisateur malveillant de maintenir des sessions persistantes échappant au mécanisme de révocation. La faille a été corrigée dans la version 6.1.5 d'Apache Roller.
Cette mise à jour introduit une gestion centralisée des sessions, garantissant que toutes les sessions actives sont invalidées dès qu'un mot de passe est changé ou qu'un compte est désactivé. Bon, je pense que le développeur s'est fait virer. La découverte de cette vulnérabilité a été signalée par le chercheur en sécurité Henning Mang. Cette publication intervient peu de temps après la divulgation d'autres vulnérabilités critiques affectant des composants du projet Apache, notamment Apache Parquet, avec la CVE 2025-365 et Apache Tomcat visée par la CVE 2025-24813. Ces failles, également sévères, ont fait l'objet d'une attention particulière en raison de leur potentiel d'exploitation. Le groupe UNC 5174, également désigné sous les noms Uteus ou Utus, a été associé à une nouvelle campagne ciblant les systèmes Linux, à l'aide d'une variante du malware Snowlight et d'un outil open source baptisé VShell. Selon un rapport publié par Sysdig, la campagne utilise des charges utiles en mémoire sans fichiers persistants sur disque, rendant leur détection plus difficile. L'infection débute par l'exécution d'un script bash nommé downloadback.sh qui déploie deux binaires. Le premier, DNS Logger, qui va être lié à Snowlight, et un system worker, une composante de l'outil Sliver. Ces binaires permettent l'établissement de la persistance et la communication avec un serveur de command and control. VShell, livré en phase finale via une requête spécialement forgée vers le C2, agit comme un trojan d'accès distant, capable d'exécuter des commandes arbitraires et de transférer des fichiers. Le trafic de commandes est dissimulé via des canaux WebSocket, l'accès initial n'est pas encore connu. Ces outils utilisés sont largement issus de l'open source, une caractéristique récurrente dans les opérations du groupe. C'est une stratégie qui permet de masquer l'attribution en imitant des attaques de niveau technique inférieur. UNC 5174 avait précédemment exploité des vulnérabilités dans ConnectWise, Screen Connect, F5 BGP/IP et Ivanti CSA. L'ANSSI, dans son rapport annuel de 2024 sur la menace, avait déjà observé un mode opératoire similaire, incluant l'exploitation de plusieurs CVE liés à Ivanti et l'usage de rootkits publics. Snowlight et VShell ont également été détectés dans des artefacts visant macOS, notamment via un faux outil d'identification Cloudflare diffusé depuis la Chine selon des analyses de virus total datant d'octobre 2024. En parallèle, la société Team T5 a attribué à un acteur lié à la Chine des campagnes utilisant les failles de la CVE 2025-282 et la CVE 2025-22457 pour déployer un autre implant nommé Spawn Chimera. Les cibles recensées s'étendent sur plus de 20 pays, dont la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, les Émirats arabes unis, le Japon et l'Australie. Et enfin, dans ce contexte diplomatique tendu que nous vivons, la Chine accuse publiquement les États-Unis d'avoir mené plus de 170 000 cyberattaques entre le 26 janvier et le 14 février 2025, dont certaines visaient directement les systèmes des jeux asiatiques divers et d'infrastructures critiques à Heilongjiang. On en a un petit peu parlé hier, ça revient sur le tapis, les différentes sources au site en parlent, c'est passionnant, on est en train de vivre un moment extrêmement important, la table s'est renversée, les alliances d'aujourd'hui ne sont plus du tout stables, c'est passionnant. Une campagne active depuis juin 2024 a été révélée par l'éditeur russe DrWeb. Elle implique la préinstallation de fausses applications WhatsApp et Telegram sur des smartphones Android bon marché, fabriqués par plusieurs marques chinoises. Ces applications sont en réalité des versions trojanisées contenant une fonctionnalité de cryptocurrency Clipper. Les appareils concernés, commercialisés sous des noms comme S23 Ultra, S24 Ultra, Note 13 Pro ou P70 Ultra, sont conçus pour imiter des modèles haut de gamme de marques connues. Bon, clairement, c'est Samsung qui est visé, il faut quand même appeler un chat un chat. Une partie d'entre eux sont fabriqués sous la marque Shaoji. Le malware, identifié sous le nom de Shiba, est injecté dans les applications via un outil open source appelé LSPatch, permettant la modification de logiciels légitimes sans alerter l'utilisateur. Environ 40 applications, incluant des messageries et des lecteurs de QR code, ont été modifiées dans cette campagne. Le comportement du malware consiste à intercepter et modifier les adresses de portefeuille Ethereum et Tron détectées dans les messages. Cette substitution est effectuée de façon transparente. La victime visualise ses propres adresses dans l'interface, tandis que le destinataire ou l'émetteur reçoit en réalité l'adresse contrôlée par les attaquants. En parallèle, l'application malveillante exfiltre les données sensibles, notamment toutes les conversations WhatsApp, les informations système de l'appareil, ainsi que les fichiers images stockés dans plusieurs répertoires standards. L'objectif est de rechercher des phases mnémotechniques servant à restaurer des portefeuilles de crypto-monnaies. L'opération s'appuie sur environ 30 domaines de diffusion
et plus de 60 serveurs de command and control. Une vingtaine de portefeuilles liés aux attaquants ont été identifiés. Ils ont reçu plus de 1,6 million de dollars en crypto-monnaie sur les 2 dernières années. C'est assez rentable comme petit boulot, c'est net d'impôts, ça se vit bien. Cette compromission de la chaîne d'approvisionnement est considérée comme rentable et s'inscrit dans une tendance plus large d'attaques mobiles visant l'écosystème Android. En parallèle, l'entreprise suisse ProDraft a détecté un nouveau malware Android baptisé Gorilla, programmé en Kotlin. Ce dernier se concentre sur la collecte d'informations sensibles, l'interception de SMS et la persistance sur les terminaux. L'analyse indique qu'il est encore en cours de développement. Et enfin, des applications Android infectées par le trojan Fake App ont également été retirées du Play Store après avoir été utilisées pour charger dynamiquement des URL malveillantes à partir d'un serveur DNS externe. Bref, il ne faut pas acheter ce genre de téléphone. Alors aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs, nous avons vécu une drama queen. Le programme CVE a échappé de peu à une interruption brutale. Le contrat entre le département de la sécurité intérieure des États-Unis et l'organisation Mitre, chargée de son exploitation, avait expiré. Mon Dieu! À la dernière minute, la CISA a annoncé une prolongation temporaire du contrat pour une durée de 11 mois, évitant ainsi une discontinuité de service. Bon, c'est arrivé à 15h. 15h, vous regardez les heures américaines, c'est tout simplement, il y a un mec qui s'est réveillé le matin, ils avaient oublié d'envoyer le contrat de renouveau. Garantir la continuité et la neutralité du dispositif. Et là, c'est vraiment génial. Parmi elles, la création de la fondation CVE, une entité à but non lucratif composée de membres historiques du board de CVE, du Mitre, et sa mission est d'assurer la gouvernance indépendante et la pérennité du programme à long terme. Ouais, enfin, s'il n'y a pas de pognon, ça va pas aller très loin. En parallèle, il y a un nouveau système qui, lui, est beaucoup plus intéressant. C'est un nouveau modèle d'attribution d'identifiant qui a été présenté, le GCVE, ou Global CVE Allocation System. C'est une initiative européenne. Et franchement, il faut vraiment la pousser. C'est un système qui va proposer une approche décentralisée de la gestion des vulnérabilités. Il reste bien entendu compatible avec le format CVE, mais il va introduire une structure plus souple. Le GCVE repose sur des entités appelées des GNA pour GCVE Numbering Authorities. Ces autorités peuvent attribuer des identifiants de vulnérabilité de manière autonome, sans bloc central distribué ni contrôle strict par une entité unique. L'objectif de cette évolution est d'assurer une résilience accrue, une meilleure scalabilité et une réduction des points de défaillance uniques. L'initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation de l'infrastructure, de gestion des vulnérabilités à l'échelle mondiale. C'est une très belle initiative. J'espère que l'ENISA va pouvoir prendre ce type de projet. Clairement, ce qui s'est passé aujourd'hui, on a en face de nous une administration américaine qui a décidé de renverser la table, ce qui est un choix, il faut le respecter, mais on ne peut pas dépendre d'eux. Et quand on entend nous dire qu'on ne dépend pas de la veille de la cybersécurité américaine, je pense qu'on se voile un peu la face. Parce que si demain matin, le Mitre arrête la fameuse NVD, ça va être compliqué d'aller voir les éditeurs un par un pour voir les vulnérabilités. Bon, j'ai fait un article sur LinkedIn. Si ça vous intéresse, je vous le recommande. C'est la situation de la journée. C'est factuel. Je me suis appuyé sur des sources OSINT. Il y a une dizaine de sources. On sort un petit peu de tout ce buzz et tout ce rififi qui nous annonçait la fin du monde, quoi. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du mercredi 16 avril 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a apporté des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessor, ne soyez pas timide, au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. Si vous voulez soutenir le passage de Radio Cessort au format vidéo, la cagnotte est encore ouverte, le lien est en description. Merci à tous ceux qui ont participé. Et d'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, à très bientôt sur Radio Cessort. Au revoir. À 21h54, ouais c'est le feu là. Faut que je publie.